Chers amis et camarades, vous m'entendez? Oui. Chers amis et camarades, merci d'être présents dans cette salle qui s'avère, je crois, peut-être trop petite. Demain, nous changerons d'échelle, nous changerons aussi de style, d'une certaine façon, de débat. Pourquoi est-ce que tout ceci se passe? Cela a été dit par les intervenants précédents. Nous sentons tous que nous sommes à une semaine d'un événement potentiellement historique, d'un véritable basculement. Cet événement peut être compris à partir de deux mots que tous les intervenants précédents ont utilisés, le mot espoir et le mot peur. L'espoir, il est de notre côté. La peur a déjà changé de camp. C'est déjà une première victoire. Bien sûr, nous voyons depuis quelques jours, car nous ne sommes pas les seuls, bien entendu, à avoir compris cela, un changement de ton des puissants, des dirigeants européens qui sont à leur service. Le discours, en apparence, a changé. D'une certaine façon, ce n'est pas simplement une apparence. Les scénarios apocalyptiques qui étaient régulièrement agités, même au tout début de cette période électorale, quand en Grèce, ce qui était encore en jeu, c'était l'élection présidentielle au Parlement, donc la possibilité pour le gouvernement sortant de sauver les meubles. Nous avons entendu ces déclarations, nous avons entendu M. Juncker déclarer qu'il préférait voir des visages familiers, avait-il dit. Nous avons vu M. Moscovici voler à Athènes pour le gouvernement de M. Samaras. Nous avons vu tous les scénarios auxquels, déjà en 2012, nous avions eu droit, qui prévoyaient toutes sortes de fléaux et de maux sur le pays si les forces opposées aux politiques austéritaires, si Syriza l'emportait. Mais maintenant, nous ne sommes plus en 2012. L'équipe gouvernementale sortante est usée jusqu'à la corde. Le désastre qui était déjà en cours en 2012 s'est poursuivi pendant 2 années supplémentaires. M. Samaras est fini. Les gouvernements européens le savent. Ils ont pris conscience du fait qu'un soutien trop direct et trop explicite se retournerait en boomerang en réalité contre eux et ne ferait qu'ajouter des forces à Syriza. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils changent de tactique. Mais il y en a une deuxième, qui est beaucoup plus importante et qu'il nous faut comprendre. Ils tracent les limites, le cadre, la cage de fer à l'intérieur de laquelle un gouvernement Syriza va être forcé demain de se mouvoir. Le fond, en réalité, n'a guère varié. Les gouvernements européens continuent à refuser une annulation substantielle de la dette grecque. Ils continuent à refuser la sortie du mémorandum. Ils savent que si cela se produit en Grèce, la contagion est certaine dans d'autres pays européens, à commencer par l'Espagne, où justement le paysage politique est bouleversé par l'ascension d'une autre force de la gauche radicale, Podemos, mais sans oublier bien sûr la gauche unie en Espagne, qui dessine aussi la possibilité d'une alternative dans ce pays. La phrase que l'on entend répétée en permanence, c'est « les réformes structurelles doivent être poursuivies ». Quoi qu'il arrive, nous n'avons rien contre une alternance, nous n'avons rien contre le fait qu'une autre équipe puisse arriver en commande, pourvu qu'elle continue dans la voie qui a déjà été tracée, pourvu qu'elle continue dans ces fameuses réformes structurelles, pourvu qu'elle continue à ne pas remettre en cause l'acquis des mémorandums précédents, acquis entre guillemets bien entendu. Sinon, on sait ce qui est et apparaît déjà en filigrane. Si vous n'êtes pas soumis à ces fameux programmes d'aide, le financement va être interrompu. La liquidité même qui va être accordée aux banques grecques et donc au pays et à son économie risque d'être coupée. Nous avons vu ce chantage s'exercer dans le passé exactement dans ces termes vis-à-vis de Chypre, quand le gouvernement chypriote à l'unanimité a refusé le fameux plan d'aide qui lui a été concocté par les instances européennes. Et avant, grâce aux lettres qui ont été publiées maintenant, nous savons dans quels termes le gouvernement irlandais, qui n'était guère un gouvernement de gauche en 2010, a été soumis par M. Trichet, gouverneur à l'époque de la Banque Centrale Européenne, à ce même chantage. Les termes du choix sont donc simples. Ça va être soit
la poursuite de la politique actuelle, c'est-à-dire du cauchemar et du désastre, soit le début d'une bataille décisive pour rompre de façon irréversible avec cette politique. Et c'est évidemment dans ce deuxième terme que se trouve le pari de Syriza. Mais avant de parler plus précisément de Syriza et du type de proposition politique qu'il porte, je voudrais que nous réfléchissions un instant à comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et là, je crois qu'il y a deux éléments tout à fait décisifs qui sont à prendre en compte. Le premier, vous le savez, c'est que depuis ces 4 années et demie, où la Grèce est soumise au diktat de la Troïka et au règne du mémorandum, des mobilisations sociales, tout particulièrement pendant les 2 premières années, d'une échelle inédite depuis les années 70, se sont produites dans ce pays. Des dizaines de journées de grève générale, les rues et les places de la Grèce qui ont été occupées pendant des jours et des semaines entières. Sans cela, aujourd'hui, Syriza ne serait pas aux portes du pouvoir. Et ce n'est pas un hasard si les 2 pays en Europe où la gauche radicale est soit aux portes du pouvoir, sont en mesure de bouleverser de manière profonde les équilibres politiques, c'est-à-dire la Grèce et l'Espagne, sont précisément les 2 pays qui ont connu des mobilisations sociales d'une très grande puissance pendant la dernière période. Mais en même temps, ce sont dans ces 2 pays que nous avons vu que ces mobilisations sociales par elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour changer le cours des choses. En effet, après des dizaines de jours de grève générale, le rouleau compresseur des mémorandums en Grèce, le rouleau compresseur austéritaire en Espagne n'a pas pu être stoppé. Et c'est à ce moment-là précisément que ces 2 sociétés, avec un léger différé dans les rythmes, comme c'est souvent le cas dans les luttes sociales et politiques à l'échelle internationale, ont pris conscience que ce qui était indispensable, c'était une rupture politique. C'était une rupture dans le système politique et une rupture évidemment avec le système politique tel qu'il existait jusqu'à ce moment-là. Et c'est cet espoir que Syriza et Podemos représentent à l'heure actuelle, et demain, j'en suis sûr, d'autres forces de la gauche radicale en Europe. Et Syriza a pu le faire pour 3 raisons, très brièvement. La première, c'est que Syriza, avant le début de la crise, était un parti qui avait rompu de manière claire avec le piège dans lequel des forces de la gauche alternative et de transformation sociale se sont laissées prendre en Europe, à savoir le piège des alliances avec la social-démocratie et avec les politiques de centre-gauche. C'est ça qui nous a permis d'être une force crédible par rapport au PASOK qui en est réduit à l'heure actuelle à un état de groupuscule qui lutte pour sa survie dans le Parlement. La deuxième raison, c'est que nous avons été non seulement aux côtés, nous avons été partie prenante des mobilisations qui ont eu lieu. Et nous avons été partie prenante parce que Syriza est porteur d'une culture politique dans la gauche radicale, qui lui a permis de comprendre les caractères nouveaux, les formes inédites que cette mobilisation sociale a prises, qui n'est pas la simple répétition du type de mobilisation et de lutte qu'on a connu par le passé, qui exprimait des demandes nouvelles, qui a mis en mouvement des secteurs nouveaux de la société, qui ne pouvaient pas s'exprimer dans la langue traditionnelle qu'une certaine gauche a pu porter justement par le passé. Nous étions donc aux côtés de la société et aux côtés des secteurs sociaux qui ont mené les combats et les luttes pendant ces années-là. Nous avons su communiquer avec eux, nous avons su prendre langue justement avec ces secteurs sociaux, y compris avec ces larges secteurs qui jamais jusqu'alors n'avaient approché, n'avaient tendu l'oreille à ce que disait une force de la gauche radicale. Et la troisième raison, absolument décisive, c'est qu'au moment où justement la prise de conscience était en train de s'opérer, que les mobilisations sociales, les places occupées, les mouvements de grève générale par eux-mêmes ne pouvaient pas renverser le cours des choses, nous avons été porteurs de la proposition politique cruciale, absolument décisive, former un gouvernement unitaire de toutes les forces de la gauche qui ont lutté contre l'austérité. C'est ça qui a permis de renverser la donne au printemps 2012. C'est ça qui a fait d'un parti qui certes était dans une phase ascendante, mais qui était encore relativement dans les marges du système politique, qu'il a replacé au centre précisément du débat politique. Et c'est ce qui a permis, depuis ce moment-là, Syriza, même si la victoire a été volée, notamment à cause du climat d'intimidation et de peur qui a été semé en 2012, c'est ça qui permet à Syriza, depuis 2012, d'incarner justement cette espérance et cette possibilité d'alternative.
Chers amis et camarades, ce qui s'est passé en Grèce, c'est un désastre dont les aspects sociaux, dont les aspects humanitaires vous sont connus. Je ne vais pas les développer ici. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues dans un pays d'Europe occidentale depuis les années 30. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues dans un pays qui, il y a quelques années, où les gens, dans le quotidien, de façon ordinaire, la société, ne vivaient pas de manière très différente, disons, de celle de la France, malgré évidemment tout un certain nombre d'aspects extrêmement problématiques. Ce qui s'est produit cependant, ce n'est pas simplement cela. Ce qui a été mis en œuvre, c'est une véritable contre-révolution sociale. Il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé. Les conventions collectives en Grèce, je mentionnerai juste que quelques éléments, ont été supprimées. Comme ça, du jour au lendemain. C'était l'une des dispositions qui étaient prévues dans les mémorandums qui ont été prévus. Tout le système de régulation des conventions sociales et professionnelles, le Code du travail en réalité a été démantelé, à l'exception d'un salaire minimum qui a été abaissé de 30%. Les salaires et les pensions ont en moyenne reculé de 30 à 40% et sont en général inférieurs à 1 000 € dans un pays où le coût de la vie est tout à fait comparable à celui de la France, à l'exception du logement. Ce désastre, c'est des mesures auxquelles le patronat, les forces du capital n'osent même pas rêver et qui leur ont été livrées avec une vitesse inouïe, ce qui explique évidemment la violence de ce que la société grecque a subi, ce qui explique évidemment la violence aussi de ce que la société a ressenti et de ce que cela peut provoquer, à la fois de désespoir, mais aussi évidemment de colère et de mobilisation. Ce désastre, cette contre-révolution sociale, s'est poursuivi avec un acte fondamental de dépossession et de destruction démocratique. Il faut comprendre en effet qu'on utilise le mot austérité. L'austérité existe partout en Europe. Elle existe en France aussi. Les peuples, les sociétés en souffrent partout. Mais en Grèce, comme dans d'autres pays évidemment, mais la Grèce a été le premier pays où ça a été appliqué, et c'est le pays où elle est allée le plus loin, et soumise à un régime particulier. Les fameux mémorandums, qui ont été votés en 2010 et en 2012, par des procédures tout à fait expéditives par le Parlement grec. Ces mémorandums, c'est des milliers de pages. Le texte principal fait environ 1000 pages de chacun des mémorandums, plus plusieurs milliers de pages en appendice. Le moindre détail de la moindre ligne budgétaire y est inscrit. La moindre mesure de politique économique ou plus générale que les gouvernements ont pris se trouvait consignée dans ces mémorandums. Leur application scrupuleuse était vérifiée tous les 3 mois par les fameux émissaires de la Troïka, dont les représentants siègent en permanence à l'intérieur de chaque ministère. C'est une véritable destruction donc de toute idée de principe de souveraineté nationale et populaire à laquelle nous avons assisté en Grèce pendant toute cette période. Cette expérience de destruction démocratique, combinée à ce sentiment d'humiliation, sont un clé pour comprendre ce qui s'est passé et aussi comment une partie de la société a pu réagir par rapport à ça. Car il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas un hasard si c'est précisément en Grèce aussi, à côté de Syriza, que s'est développé un mouvement d'extrême droite particulièrement virulent et radical, parmi les plus virulents et radicaux d'Europe, une véritable organisation néo-nazie qui a réussi à entrer au Parlement en 2012. C'est sur le fond précisément de ce désastre social, de ce désastre économique, mais aussi de ce désastre politique et de cette destruction démocratique combinée à une humiliation nationale. C'est sur ce fond-là, justement, qu'il nous faut comprendre ces processus extrêmement dangereux et qu'il nous faudra affronter dans l'avenir. Syriza arrive aux portes du pouvoir avec un mandat qui est clair et qui découle de façon logique de tout ce que je viens de vous dire. Ce mandat est triple. Libérer le pays du fardeau de la dette, démanteler le mémorandum et ses mécanismes, rétablir et élargir la démocratie à tous ses niveaux. Telles sont les lignes directrices du programme de Syriza, du programme de Thessalonique, dont l'édition se trouve ici, dont je vais vous résumer les grandes lignes. Le premier axe concerne la question de la dette. Syriza exige l'annulation de la plus grande partie de la dette grecque.
qui est de toute façon non viable et dont le maintien ne peut que maintenir la saignée que subit ce pays depuis des années. Ce que Syriza demande pour la Grèce, c'est ce qui a été accordé pour l'Allemagne en 1953 lors de la conférence de Londres, à savoir l'annulation de la plus grande partie de sa dette, les 2 tiers en gros pour l'Allemagne à l'époque, le remboursement du reste indexé sur une clause de croissance, et non pas sur des excédents budgétaires qui obligent à des coupes drastiques dans les dépenses publiques et dans les dépenses sociales et qui induisent directement le désastre auquel nous avons assisté. Et enfin, un moratoire immédiat sur le paiement des intérêts de la dette pour permettre justement au pays de respirer et à une relance économique de s'opérer. Cette restructuration de la dette grecque est, vous le savez, d'une façon ou d'une autre inévitable. L'un des résultats paradoxaux des politiques des mémorandums, qui ont été inaugurés d'ailleurs pour diminuer le poids de la dette, 120% du PIB quand la Grèce est entrée dans le mémorandum en 2009, 177% du PIB aujourd'hui. Tout le monde sait que ce n'est pas viable. Mais la manière dont ça va se jouer, bien entendu, elle est ouverte. Soit on va, et c'est ce que veulent les créanciers, permettre juste le pays de se maintenir hors de l'eau pour que les transferts de richesses et la saignée puissent continuer, soit nous aurons un règlement en faveur des intérêts populaires et de la majorité sociale, comme celui que Syriza propose, ce qui exige évidemment une négociation dure, conflictuelle, hautement dépendante des rapports de force qui existeront non seulement en Grèce, mais dans le reste de l'Europe. Le deuxième axe du programme de Syriza est le démantèlement des mécanismes, des piliers de ce que le mémorandum a mis en place depuis 4 ans et demi en Grèce. Cela signifie un salaire minimum à 500, ramener le salaire minimum au niveau où il était avant 2009, 751 €. Rétablir la pension minimale au niveau où elle était en 2009, 450 €. Et le 13e mois pour les pensions les plus faibles jusqu'à 700 €. Cela signifie rétablir les conventions collectives et le droit du travail, supprimer les dispositions qui facilitent les licenciements collectifs et le travail précaire et intérimaire, tout cet appareil justement qui a transformé les relations professionnelles en une véritable jungle en Grèce. Le but, comme vous comprenez ici, ce n'est pas simplement de reprendre le fil des acquis sociaux, c'est d'ouvrir un espace pour la reconstruction du mouvement syndical ou d'ouvrir un espace pour la mobilisation, justement, qui va permettre d'aller au-delà même de ces objectifs initiaux. Le troisième axe du programme de Thessalonique, c'est parer au plus pressé. Et parer au plus pressé, c'est réparer les aspects les plus choquants du désastre, justement, humanitaire que la crise et les politiques mémorandaires ont provoqué. Cela signifie, très concrètement, l'électricité pour tous les foyers qui n'en disposent plus, des bons d'alimentation subventionnés, les transports pour les chômeurs et pour les revenus faibles, la suppression de la taxe sur le fioul, une couverture médicale pour tout le monde, 1/3 de la population grecque s'est vue à l'heure actuelle exclue de l'accès aux services de santé. Je n'aime pas trop, je dois vous dire, ce terme humanitaire, personnellement, mais il faut comprendre de quelle situation on parle ici. Il faut comprendre où on en est. Et il faut comprendre que l'enjeu ici, ce n'est pas de faire du caritatif, c'est de permettre une dignité retrouvée, c'est de redonner confiance, c'est de redonner une capacité d'agir précisément à ceux qui ont été écrasés pendant toute cette période comme conséquence des politiques qui ont été suivies. Quatrième et dernier axe, enfin, le redémarrage économique. Le redémarrage économique est un chantier vaste. Il implique la rupture non seulement avec le type de développement que le mémorandum essaye de mettre en place, c'est-à-dire celui d'un pays à très bas salaire, dont les biens publics sont mis à l'encan pour des prix totalement dérisoires et dans des conditions scandaleuses, et quand je dis scandaleuses, ça veut dire y compris d'un point de vue pénal. Cela signifie rompre évidemment avec cela, cela signifie rompre avec le discours que tiennent les gouvernants qui disent que les investissements privés, attirés soi-disant par tout ce qu'ils ont créé, le champ de ruines qu'ils ont créé maintenant, le rêve néolibéral intégralement réalisé, soi-disant aller attirer des investissements étrangers. Très peu, on le sait, il y a juste quelques morceaux du dépeçage sur lequel
se pressent les soi-disant investisseurs étrangers. Mais pour nous, le redémarrage économique ne peut évidemment passer que par un programme, s'appuyer essentiellement sur un programme d'investissement public. Et la première priorité ici sera la création de 300 000 emplois dans le secteur public. Le chiffrage de ce programme, parce que ce programme est un programme chiffré, implique un coût de 12 milliards d'euros. Il y a un ensemble de mesures dont j'ai oublié de parler, mais qu'il faut les mentionner. Je crois qu'elles sont particulièrement pour les Grecs, pour ceux qui sont au courant de la situation parlante. C'est la suppression des mesures de taxation totalement injustes, telles qu'elles ont été appliquées en Grèce. En général, vous le savez, le discours anti-impôt et anti-fiscal n'est pas particulièrement un discours de gauche. C'est plutôt un discours qui vise à une démagogie des classes moyennes. Malheureusement, la situation en Grèce n'a absolument rien à voir avec cela. Ce qui s'est passé en Grèce, un pays où 80% des gens, et même un peu plus, sont propriétaires de leur logement, c'est qu'ils ont été soumis à des taxes complètement exorbitantes au niveau de leur résidence principale. Taxes qu'ils devaient payer pendant les 3 premières années du mémorandum avec leur facture d'électricité. Sinon, l'électricité était coupée. C'est l'une des causes, d'ailleurs, justement, de ces coupures à cette échelle massive dont j'ai parlé précédemment. Et cette extorsion fiscale a continué. Elle a frappé très lourdement les classes populaires et les classes moyennes, tout en laissant, comme auparavant, le grand capital complètement à l'abri. Les armateurs grecs, vous le savez, ne sont pas plus taxés maintenant qu'avant, c'est-à-dire pas du tout. Eh bien, la raison de ce racket fiscal était qu'il fallait dégager à tout prix ces fameux excédents budgétaires, qu'enfin, grand succès soi-disant du gouvernement, la Grèce a atteint cette année des excédents budgétaires à ce prix-là, en ayant saigné la population et la société, intégralement destinés au remboursement de la dette. C'est comme ça que les mémorandums ont prévu, si vous voulez, le fait que le pays puisse ne plus avoir besoin de financement extérieur. En réalité, même cela est faux pour les raisons que j'ai expliquées auparavant. Ce coût donc de 12 milliards d'euros, nous allons l'obtenir par des ressources fiscales, par la lutte contre l'évasion fiscale, et notamment contre les oligarques dont a parlé Vangelis, dont on sait qui ils sont. Vous avez peut-être entendu parler de la liste Lagarde. Il y a plusieurs listes en réalité. Les montants dont on parle s'élèvent à plusieurs milliards d'euros, très au-dessus des 6 milliards, des 3 milliards dont il est question dans le programme de Thessalonique. Mais la lutte et concrètement, les procédures contre ces gens-là ont été bloquées par les gouvernements précédents. C'est l'un des aspects des scandales pour lesquels il faudra d'ailleurs rendre justice dans la prochaine période. Il y a bien sûr le règlement de l'immense montant des dettes des particuliers vis-à-vis du fisc grec. 70 milliards d'euros de dettes des ménages, enfin des particuliers vis-à-vis du fisc. L'ensemble des recettes de l'impôt sur le revenu en Grèce s'élève à peu près à 20 milliards d'euros maintenant, c'est pour vous donner une idée. Ça fait plus de 3 années d'équivalent du montant d'impôt sur le revenu. Et pour l'autre moitié, il s'agit d'utiliser, mais de façon différente, en désobéissant, y compris par rapport aux règles auxquelles elles sont soumises, des fonds qui se trouvent à l'heure actuelle dans les mains du Fonds de stabilité monétaire, ou bien des crédits européens qui sont destinés au développement dans des conditions, vous le savez, extrêmement restrictives. C'est par ces axes de rupture concrets que la reprise, le rétablissement d'un fonctionnement démocratique élémentaire dans le pays pourra se faire. Le premier acte du rétablissement démocratique, c'est effectivement rompre avec le mémorandum. Redonner même à ces institutions représentatives, telles qu'elles existent, le pouvoir de décider véritablement. Rompre avec le règne de la Troïka. Que les décisions du peuple grec soient prises par le peuple et appliquées précisément par ses représentants élus. C'est le point de départ du rétablissement démocratique. Mais il faudra aller bien entendu plus loin. Tout un ensemble de mesures que je n'ai pas le temps de détailler, nous pouvons en discuter par la suite dans le débat, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau des réformes comme les référendums d'initiative populaire, figurent dans ces engagements de base et visent à permettre une relance de la démocratie. Et une chose extrêmement importante, quand on parle de réforme de la démocratie, on a souvent
quand on parle de relance démocratique, on pense souvent uniquement à des problèmes institutionnels, qui sont certes extrêmement importants, mais on sait qu'aujourd'hui la démocratie va bien au-delà de ça. Et il y a deux mesures fondamentales que je voudrais énumérer ici. Le premier, c'est évidemment rétablir les mesures élémentaires de démocratie sociale dont j'ai parlé. Ça aussi, ça fait partie d'un fonctionnement démocratique. L'état honteux dans lequel se trouve le mouvement syndical grec à l'heure actuelle, à cause de la gangrène, justement, des partis corrompus qui ont géré le pays, qui ont réussi à contrôler et à bureaucratiser ce mouvement syndical. Sa reconstruction exige précisément une relance de la démocratie sociale par en bas, par la mobilisation bien entendu, mais en libérant les espaces tels que je les ai mentionnés auparavant. Et il y a un deuxième point tout à fait fondamental, les médias. Vous êtes familier bien sûr du problème, il est général. Les médias grecs, ce n'est pas simplement comme les médias français. Les médias grecs ressemblent plus à des médias latino-américains. Si vous entendez une émission de TV en Grèce, le discours haineux qui est tenu par les présentateurs, aussi voire même plus haï que les politiciens discrédités des partis mémorandaires, n'est pas simplement un discours agressif, c'est un discours qui vise à dire que Syriza est fondamentalement illégitime pour gouverner le pays. C'est un discours qui est potentiellement un discours putschiste. C'est un discours qui insinue en permanence que tous les moyens sont permis et pourront être utilisés pour faire barrage à Syriza ou pour l'empêcher demain de mettre en œuvre son programme. Et vous savez que tout cela s'est fait en Grèce sur la base d'un vide juridique, d'un scandale inouï. Les fréquences de la télé ont été cédées gratuitement aux propriétaires actuels de ces chaînes, qui sont des entreprises déficitaires, qui ne cessent d'emprunter par les banques sous garantie publique dans des conditions totalement scandaleuses. Eh bien, c'est à ce statut juridique que le gouvernement Syriza va immédiatement mettre fin. Et je ne vous cache pas que j'ai été frappé moi-même par le fait que dans le discours d'Alexis Tsipras au congrès permanent de Syriza, c'était le dimanche en janvier, là, c'était quand, le 9 janvier, le point le plus applaudi de son programme, après l'annulation, la demande d'annulation des mémorandums, c'est quand il a annoncé précisément ces mesures concernant les médias. Vous allez me dire, tout cela paraît modeste, tout cela paraît minimal. Oui, Syriza ne vient pas au pouvoir en portant un programme socialiste. Pourtant, le socialisme est l'objectif stratégique de Syriza. Mais réfléchissons un instant. Les grands basculements dans l'histoire ne se font pas sur ce qui apparaît immédiatement comme les grands objectifs, les grandes idées. Ils se font sur un certain nombre de demandes immédiates, dont la réalisation apparaît comme un besoin absolument vital pour les sociétés à un moment et dans une conjoncture donnée. Et la satisfaction de ces objectifs, en apparence minimaux, dans la situation donnée, exige précisément une rupture avec le cadre existant, car ils ne peuvent pas se réaliser sans une rupture avec le cadre tel qu'il a été formé. Ils ne peuvent pas se réaliser sans entraîner des conflits, des affrontements, des mobilisations. La véritable radicalité d'un programme ne consiste pas dans un maximalisme verbal, mais dans la capacité à affronter concrètement les axes sur lesquels se mène concrètement la bataille sociale, les axes sur lesquels il est possible de faire reculer l'adversaire de classe, de lui infliger une défaite. Et je voudrais rappeler